Alors si on souhaite répondre à la question posée au tout début de cet exercice, on doit simplement rajouter des flèches entre certaines places et certaines transitions. On n'a pas besoin de rajouter des états supplémentaires, parce que nous n'avons pas de nouvelles gares, des places supplémentaires, pardon, parce que nous n'avons pas de nouvelles gares, donc pas de places représentant des états supplémentaires. On n'a pas besoin de rajouter des transitions, puisque les transitions représentent le passage d'une gare à une autre. Les trains peuvent passer de 6 façons différentes d'une gare à une autre. Eh bien, nous avons 6 transitions. Seulement, ici, on rajoute une contrainte, c'est-à-dire une flèche. Par exemple, pour passer de la gare B à la gare C, c'est donc la transition TBC. Cette transition nous dit donc que pour passer de la gare B à la gare C, il faut que la gare B soit soit occupée, et que la gare C soit libre. D'où cette flèche qui permet de s'assurer que la gare B est occupée et que la gare C est libre. Ensuite, une fois qu'on a consommé des jetons ici, on doit les restituer aux bons endroits, c'est-à-dire que la gare B devient libre et la gare C devient occupée. Cependant, on doit rajouter une nouvelle contrainte, c'est que pour passer de B à C, il faut vérifier que la gare D est libre. Donc, il faut que la gare D soit libre, mais une fois que le train sera passé de B à C, la gare D sera toujours libre. Donc, il faudra restituer le jeton. On doit juste vérifier qu'elle est bien dans l'état libre, sans avoir à consommer le jeton. On va faire pareil pour la transition de la gare C à la gare D. On devra vérifier que la gare E est libre. Pareil ici, de la gare D à la gare E, on vérifiera que la gare F est libre. Pareil pour E à F, on vérifiera que la gare A est libre. Pareil pour F à A, on vérifiera que B est libre. Et enfin, pareil pour A à B, on vérifiera que C est libre. Alors ça complexifie évidemment notre réseau de Petri. Pour quelqu'un qui regarde ce réseau la toute première fois, effectivement, ça semble être un réseau assez complexe. Néanmoins, il est plus simple que si on avait représenté les états des trains au lieu des états des gares. Et avec un peu d'explication, finalement, on le comprend très bien. Alors, si on s'interroge sur ce réseau, sur les P invariants et les T invariants. Le T invariant ne changerait pas. On continuerait d'avoir un vecteur rempli de 1 comme T invariant, puisque au final, activer tour à tour TAB, TBC, TCD, TDE, TEF et TFA nous permettra de ramener le réseau dans son état initial, même si au final, étant donné que le jeton en A représente le premier train ici, que le jeton en E représente, le jeton en D représente le deuxième train, et bien au final, le fait d'activer TAB, puis TDE, puis TBC, puis TEF, puis TCD, puis TFA, nous fait simplement tourner chacun des trains de 3 gares. Donc on aura échangé la position des trains 1 et 2, mais ça aura bien réinitialisé notre réseau de Petri à son état initial. Pour le P invariant, eh bien, on aura ici 6 différents P invariants. Un premier P invariant qui nous indiquera que la somme des jetons entre A0 et AL doit être toujours égale à 1. Donc si on représente nos états comme A0, AO, AL, BO, BL, CO, CL, DO, DL, EO, EL, FO, FL, bien le premier P invariant serait par exemple 1, 1, puis que des zéros pour les 5 autres gares, donc 1, 2, 3, 4, 5, représentant bien le fait que la somme des jetons en AO et AL doit être constante, c'est-à-dire elle doit toujours être égale à ce que l'on avait dans l'état initial. Ici, la somme des jetons dans l'état initial entre AO et AL vaut 1. Donc, ce P invariant nous dit bien que, quelles que soient les transitions franchissables que l'on va franchir, la somme des jetons
entre AO et AL sera toujours égal à 1. On aura aussi un P invariant qui nous montrera que la somme des jetons entre BO et BL est constante, etc. On aura donc 6 P invariants différents. Au final, bien sûr, le réseau de Petri répond bien à la question demandée. On peut faire un simple essai pour s'en convaincre. Imaginons que le deuxième train soit en F et non pas en D. Voilà. Peut-on faire passer le train qui est en F? Peut-on le faire passer en A? Eh bien, c'est impossible parce que pour le faire passer en A, c'est-à-dire que pour que la gare F aille d'occupé à libre, il faut activer TFA. Or, TFA, pour fonctionner, elle a besoin d'avoir un jeton en AL, c'est-à-dire que la gare A soit libre, ce qui n'est pas le cas ici. Peut-on faire passer le train qui est en A en B? Eh bien, on peut le faire, puisque pour ce faire, on doit activer la transition TAB. TAB ne peut s'activer que si la gare A est occupée, ce qui est le cas. Le jeton est ensuite consommé, que la gare B soit libre, ce qui est le cas, et que la gare C soit libre, ce qui est bien le cas ici. Le jeton de AO est ensuite consommé, le jeton de BL est ensuite consommé, celui de CL est consommé mais restitué, et on restitue un jeton en BO et en AL. La gare A est devenue libre, la gare B est devenue occupée. Ça a bien fonctionné. On voit que ici, le train qui est en F ne peut toujours pas passer en A, puisque TFA, pour fonctionner, a besoin que la gare A soit libre, ce qui est le cas ici. Il a besoin aussi que la gare F soit occupée, ce qui est le cas ici, mais il a aussi besoin que la gare B soit libre, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on ne peut pas activer TFA. Voilà. Voilà qui est la conclusion de cet exercice sur les trains modélisés avec un réseau de Petri. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, modéliser un système avec un réseau de Petri, cela veut dire modéliser les états des éléments de ce système, chacun avec des réseaux de Petri. Les places représentent les états des éléments, les transitions représentent le passage d'un état à un autre. Et ensuite, les flèches représentent les contraintes de passage d'un état à un autre. On va voir, en gardant ceci à l'esprit, que l'exercice suivant sur le coiffeur est très simple, si l'on garde bien à l'esprit le fait qu'on veut représenter les états des éléments de notre système. Donc dans la prochaine vidéo, on fera un autre exercice